Bon, donc bonjour, bienvenue au deuxième épisode du podcast Novacité. Oui, on est le 27 janvier. C'est notre deuxième fois. On se rasseille encore. On va s'améliorer toutes les fois. Merci de vos commentaires suite au premier épisode. C'est bien le fun. On est bien content d'avoir eu ces commentaires-là. Puis, s'il vous plaît, continuez. Vous pouvez même en direct le faire dans l'application Livestream. Il y a la possibilité d'émettre des commentaires si ça vous tente. Fait qu'on vous encourage de faire ça. Présentement, on a commencé à l'heure, comparé à l'année passée. On a eu des commentaires qu'on n'était pas à l'heure la semaine passée. On a eu des petits problèmes techniques, mais cette fois-ci, on est à l'heure. On a commencé à 1h15, comme on l'avait dit dans notre blog. On s'améliore. On s'améliore. Fait que si vous allez sur le chat, il y a un bouton qui s'appelle Livestream. Cliquez dessus, puis vous cliquez sur le chat, puis vous pouvez voir les commentaires du monde que vous pouvez poser des questions des affaires même. On a notre François ici qui est avec nous autres pour répondre aux questions que vous avez durant le live broadcast ou l'événement en direct. Commencez par parler un petit peu d'actualité. Yves, je pense que ça a été une semaine assez intéressante au niveau des actualités en technologie et en technopédagogie. Si on commence, on a 2 ou 3 choses qu'on voudrait partager avec vous autres. Ça a commencé la semaine passée avec Wim, lundi matin on est arrivé, puis les deux CEO, les deux personnes qui étaient en charge, ils ont démissionné puis ils ont remplacé avec une autre personne. Fait que, comme vous savez, probablement Wim est un petit peu en trouble de difficulté. Fait que, en espérant qu'avec le nouveau CEO qui est venu en place, ça va améliorer la situation de Wim pour nous autres, parce qu'on est vraiment une shop de BlackBerry. Oui, exact. Puis je veux dire, c'est une compagnie canadienne, puis tout ça, à l'intérêt canadien, fait qu'on espère qu'ils s'en sortent. Ça fait déjà quelques années que les gens chez Research in Motion travaillent à essayer de suivre les tendances dans les technologies mobiles. Puis on espère très bien que ce changement de cap-là va les aider à survivre, peut-être même à être innovateurs. Puis sur ça, c'est une belle entrée en matière pour le deuxième point. Le deuxième point, il y a un autre avancement qui est arrivé aussi la semaine passée. Apple a lancé de nouvelles initiatives pour l'éducation. Fait que les nouvelles initiatives pour l'éducation, c'est celle-là. Ils ont sorti un outil pour faire des livres éducationnels dans les écoles. Fait que le but de l'application, c'est avec iBook, qui est le format sur iPad ou iPhone. Aussi, ils ont sorti une application qui s'appelle aussi iBook Author, où tu peux créer ton propre livre interactif et le publier toi-même sur l'Internet. Oui, c'est vraiment fascinant. Ça vous tente de voir un peu ce que ça a l'air, on pourrait faire un démo. C'est intéressant de voir ce produit-là. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. Présentement, c'est sûr que c'en est une première version, puis c'est juste Apple qui supporte ça, mais j'imagine qu'avec le temps, ça va se distribuer un peu partout sur d'autres plateformes aussi. Sauf que je pense que le potentiel d'avoir un livre qui peut maintenir du vidéo, puis des images, puis tout ça dans un format numérique, ça a beaucoup de potentiel dans nos institutions. Et si vous avez la chance, si vous avez un iPad, vous pouvez déjà l'essayer en cliquant sur iBook 2. Allez chercher dans le livre, les textbooks, sur le site d'Apple, sur le magasin d'Apple. Puis vous pouvez donner des démos, des livres interactifs. Ouais. On a essayé une coupe, moi et Michel, puis on a vraiment aimé ça. Parce que là-dessus, tu peux faire des highlights de ce que tu vas avoir, tu peux écrire des notes, tu peux mettre des pointes, puis des pointeurs, puis aussi des cartes d'études que tu peux avoir. Ouais, ça c'est trippant. Je veux dire, tu peux sélectionner un passage dans un livre, par exemple, puis comme étudiant, si j'étudie, il y a un passage que je trouve intéressant ou que je veux mettre en surbrillance. À la fin, je peux créer des cartes d'études à partir de ces passages-là que j'ai mis en surbrillance. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel. Ça va être intéressant à suivre cette histoire-là. Aussi, cette semaine, Apple aussi, ils ont publié leur chiffre d'affaires. Ils ont fait une très belle année. Ils ont été incroyables. Ils ont fait au-dessus de 16 millions de profits, de 16 millions de milliards de 16 milliards de dollars de profits juste dans le temps des fêtes. Oui, fait que ça va être intéressant de voir comment Google et Amazon répondent à cette initiative-là d'Apple. Ça va être intéressant à suivre. Dernier petit point que moi je veux partager avec vous autres, c'est des professeurs de chez Stanford, de l'Université Stanford, ou un professeur de l'Université Stanford puis de l'Université de Virginie, qui ont décidé
d'offrir un cours 100% en ligne, sans frais, puis sans limite d'inscription. Fait que le site, c'est Udacité. Le premier cours qu'il offre, c'est un cours sur créer un engin de recherche en informatique. Puis c'est un exemple des tendances qui arrivent dans le monde de l'éducation, où on utilise les technologies pour être capable de rejoindre les plus grands nombres, puis des gens un petit peu partout sur la planète pour leur offrir du contenu pédagogique. Fait que c'est intéressant. Moi, je me promets de suivre le cours, puis de vous en donner des nouvelles là, pour qu'on puisse suivre ce dossier-là, puis voir si ça a du potentiel, ce type d'initiative. Tu peux déjà assez occupé, toi? Ouais, une autre affaire. Tu vas t'en sortir quoi pour ton cours? OK. Fait que le prochain point sur la liste, la semaine passée, on avait nous parler un podcast, mais on s'est aperçu qu'on a fait une erreur sur la configuration d'Outlook pour la maison. Fait qu'on va juste revoir les petits points, l'erreur, parce que, comme des heures, le monde écrit des commentaires, puis il y a eu bien des commentaires sur comment se connecter à la maison. Fait que je vais juste revoir vite fait les erreurs qu'on a faites. C'est pas grand chose, c'est juste les étapes à suivre qu'il y en a fait comme erreur, mais on va y refaire l'étape bien vite, puis la prochaine fois, vous pourrez rester à la maison, votre connexion pour Outlook à la maison. Fait voici on va revenir ici, on va aller dans la configuration pour le compte courriel, un email account. Dans le panneau de configuration Windows. Le panneau de configuration Windows, dans le courriel, ou si vous avez Windows, on va ça avec courriel, puis si vous en avez, c'est email setup. Là-dessus. Puis là, après ça, on va aller ici dans email. On va rapetisser les choses. On va mettre, cette fois-ci aussi, on avait un autre plein que le monde ne pouvait pas voir la configuration, on va essayer de zoomer in dessus. Un petit peu ici. Fait que là, on va faire New. Ici. Puis on va aller dans Manual Configuration. On va juste faire Next. Next. On va choisir Microsoft Exchange. Ici. Avant de rentrer le nom du serveur puis le nom d'usager, on va juste aller dans une fonction More Settings, c'est la fonction plus avancée, pour configurer le système avant de se connecter, avant de se loguer dessus. C'est là l'erreur. Hein? C'est là l'erreur, c'est ça. La semaine passée, on s'est connecté au système avant de faire cette La raison pour laquelle ça marchait, c'est parce qu'on était ici au collège, on n'était pas à l'extérieur. On va juste passer au travers des étapes. C'est encore connect à Microsoft Exchange, par ici. Ici, on va marquer Outlook. Attention, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur dans la faute de frappe ici. On va juste taper ici. Parfait. Outlook.lastech.ca. On va connecter ça ici. Ici, bien important, c'est MMSTD, out. Oh. TD, outlook.lastech.on.ca. François, s'il vous plaît, touche pas souris. TD, François, c'est notre coproduceur de la session de la semaine. Outlook.lastech.on.ca. Bon, je pense qu'on l'a. Là, ici, il faut cocher ici la deuxième affaire, le deuxième crochet, puis ici, il faut mettre NTLM Authentication. Une fois que vous avez ça, là, vous avez comme 80% des affaires prêtes. Puis là, vous dites OK encore. OK. Une fois que vous avez ici, dans la page principale, ici, c'est juste pour se rappeler, ça va être MS Président XCAG1. François, il joue avec mon clavier, XCG1. Ici, Microsoft Exchange, .lastech.on.ca. Après ça, ici, tu marques ton nom d'usager. Fait qu'une fois que vous faites ça, faites check name, vous demandez de vous authentifier sur votre compte, vous rentrez votre mot de passe,
Si vous n'êtes pas SSCAD, backslash de nom d'usager, vous créez un nouvel account. Là, ici, vous pouvez marquer SSC. On va juste déplacer pour que vous puissiez voir. François, parce qu'il me fait signe qu'il faut que le monde puisse voir à distance. Fait. Merci François. Ici, on va juste rajouter LCC AD slash mon nom d'usager. Puis ici, je peux taper mon mot de passe. Puis là, il va s'authentifier sur le domaine de la cité. Puis là, après ça, vous dites Next, vous fermez l'application comme vous avez vu la semaine passée. Vous rentrez dans Outlook, vous allez avoir accès à vos emails. En fait, c'est plus une question de séquence des opérations que d'autres choses. On s'est aperçu de l'erreur la semaine passée parce que la partie de l'Outlook, c'était nouveau pour nous autres. On avait juste implémenté, puis on n'a pas fait des tests 100%, mais là, on a revu les informations qu'on a faites, les procédures, puis voilà, c'est la nouvelle procédure pour suivre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer les questions au blog. Puis moi, Michel, on va les lire, puis on va vérifier, puis on va vous donner des nouvelles s'il y a des problèmes de la procédure ou pas. Oui, merci à Sylvain Cousineau, prof communication 911, là, qui a fait bien du suivi là-dessus, puis qui a testé avec moi pour s'assurer que tout est en place. Fait que merci à Sylvain. Prochain sujet, l'apprentissage actif. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique dont certaines personnes vont parler ici au collège, qui s'appelle le Google Jockey. Donc, l'idée du Google Jockey, là, ça a l'air de quelque chose de logiciel, quelque chose de complexe, mais à la base, c'est très, très simple. C'est que lorsqu'un professeur présente du contenu en salle de classe, il identifie un étudiant. Cet étudiant-là vient devant sa classe avec le professeur. Puis lorsque le professeur présente du contenu, l'étudiant, lui, se positionne à la console avec l'ordinateur, puis va faire des recherches sur Internet en temps réel sur les sujets dont le professeur discute ou que le professeur présente. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que ça permet, puis là je pense que Yves va en faire un petit peu de Google Jockeying pendant que je vous parle de Google Jockey. Je viens d'en faire un. Ouais, cool. Fait que ce que ça permet dans le fin fond, c'est que ça laisse une vitrine sur Internet du sujet duquel le professeur traite. Fait que si le professeur parle, disons, je donne un exemple simple, le professeur parle de la carte du monde, puis parle du continent sud-américain. Il parle du continent sud-américain, puis en même temps, l'étudiant, lui, projette ses recherches dans Google sur le continent sud-américain. Ça rajoute un peu de dynamique, ça incite aussi les étudiants à regarder plus l'écran des recherches, puis éviter de tomber dans leur monde Facebook, puis dans leur monde Twitter et ainsi de suite. Puis, ça permet au professeur d'avoir un élément, comme je disais tantôt, une fenêtre sur le monde d'Internet dans sa salle de classe. Puis là, il y a des possibilités. Les possibilités sont multiples et intéressantes. Fait que le professeur peut noter les recherches que l'étudiant a fait, attribuer une note à ça, l'étudiant a été efficace dans ses recherches dans Google, et ainsi de suite. Fait qu'en même temps, le Google Jockeying, ce que ça peut faire, c'est donner des compétences en recherche sur Internet à nos étudiants. On le sait tous, être efficace au niveau des recherches sur Internet, c'est une compétence aujourd'hui en informatique. L'étudiant qui est solide et rapide au niveau de ses recherches va être beaucoup plus intéressant pour un employeur que l'étudiant qui ne sait pas bien utiliser ces engins de recherche-là. Fait que ça, c'est un élément additionnel à ajouter au Google Jockeying qui peut être intéressant. L'autre chose qui peut être faite, puis qui a été discutée, c'est lorsque les étudiants font des présentations, le professeur peut devenir le Google Jockey. Fait que si vous avez un cours où il y a des présentations étudiantes, l'étudiant fait son truc, montre son contenu, son PowerPoint, ou peu importe, puis vous autres, vous avez un écran d'appoint à côté où vous faites du Google Jockeying sur les présentations de vos étudiants pour ajouter une certaine valeur. Fait que je vais partager avec vous le document que Yves vous présente à l'écran présentement, qui est un document produit par Educause, qui explique là, les principes fondamentaux de cette technique-là du Google Jockeying. Mais à la base, cette technique-là, c'est une technique qui marie très, très bien l'approche de l'apprentissage actif, où on essaye de dynamiser un petit peu l'environnement en salle de classe. Fait que c'est un petit truc, ça ne coûte pas cher, il n'y a pas de grosse technologie d'impliquer, puis ça peut révolutionner un petit peu là, notre offre de cours. Fait que c'était ça que je voulais couvrir aujourd'hui. Merci Yves d'avoir été mon jockey. Tu as fait ça. Je te donne une bonne note de jockeying. Ouais, je te donne une note de passage. Merci. Une note de passage. T'as pas vu que j'ai tombé sur un cheval par hasard? Bon, mais regarde, pourquoi pas. OK. À toi, à ton tour. Oui, je vais te dire, la prochaine étape, c'est aussi, moi, Michel a remarqué, il y a beaucoup de personnes dans le collège qui ont des devices, des mobile devices, comme des téléphones ou des tablettes ou vice-versa. Puis ils veulent savoir comment se connecter avec leur email de la cité dessus.
Fait qu'on s'est dit, on va faire, vu qu'on a parlé d'Outlook sur le passé, on a dit on va faire un petit touche sur le côté mobile. Vite fait, pour savoir comment raccorder votre email dessus. Fait que, pour nous autres, pour moi et Michel, c'est la première fois qu'on va faire ça, c'est qu'on va mettre, merci François, on va mettre une caméra document qui va montrer une tablette Android. Puis après ça, on va montrer vite fait comment vous connecter Outlook ici à la cité sur une tablette Android. Fait que, le côté Android, c'est la même chose pour le téléphone Android. Fait qu'on va l'essayer, on va vous montrer ça vite fait. Fait qu'on va... Puis je pense qu'on peut synchroniser plus que les courriels, on peut synchroniser le calendrier, on peut synchroniser nos contacts, et ainsi de suite. Là. Fait que pour les gens qui ont une tablette, ça peut être intéressant de savoir que c'est possible de synchroniser ces informations-là. Fait que là, j'ai probablement la tablette. Je sais pas si vous voyez bien à distance, mais c'est comme je dis, notre premier essai. Mais quand on a un meilleur équipement, ben, on va s'améliorer de ce côté-là. Fait que, premièrement, on va aller dans Apps, ici, puis on va aller dans Settings. Si vous l'avez en français, c'est Paramètres, je suppose. C'est ça que c'est. Ouais. Ouais, moi, je l'ai en français, la tablette. En français? Ouais. Fait que la prochaine fois, on va aller dans Compte ou Account. Puis là, après ça, on va faire, ici en haut, dans le coin droit, tu as marqué Add Account. Puis on va cliquer ici. Puis, elle va nous demander 3 choix. Fait que, probablement, il y a Google Accounts, qui est la tablette Android, qui fait partie de Google. Puis, quand on va rajouter, on va choisir Corporate, qui est dans un système email de Corporate. Tu vas voir, c'est marqué Exchange Account. Fait que Google Android support Exchange comme account. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper l'email adresse. C'est un peu tricky parce que je suis devant une caméra document, fait que c'est un petit peu différent. Puis là, après ça, il demande ton password. Attention, là. Ouais. Attention. Fait, on va juste prendre 2 secondes. C'est un bon truc de hacker, ça. Hein? Ouais. Fait que là, ici, il va demander le nom du serveur. Fait que là, on va l'effacer. Le nom du serveur, ça va être outlook.lacitech.on.ca. Oups, j'ai fait une faute de frappe. .ca. Après ça, le restant reste par défaut. On fait Next. Ah, ici en haut, là, il cherche le nom du domaine. Puis le nom du domaine, c'est LCCAD. / ton nom d'usager. Puis après ça, on fait Next. Vous rentrez LCCAD, votre nom d'usager, votre mot de passe, outlook.lc.ca. Vous devez être connecté sur le sans fil, connecté sur le compte Outlook. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va rentrer dans votre email account. Puis après ça, vous pouvez avoir accès à votre email. Puis vous retournez sur la page principale, dans le menu ici, dans Apps, dans le compte email, vous devrez avoir accès à vos courriels directement. Ça, c'est sur la tablette Android. Si vous avez des questions là-dessus, je vais le tester pendant que tu... Je vais vous montrer sur une autre façon de connecter. Celui-là, c'est sur une plateforme iPad. Ici. On va le faire de l'autre façon. Une plateforme iPad. On va aller dans Paramètres, Settings. On va aller dans Mail... on va dans Accounts. Accounts, tu vas voir, ici en bas, on peut rajouter Add Account. Puis là, tu choisis quel service tu vas avoir. Fait, tu vas avoir le service Microsoft Exchange. Tu rentres ton nom à toi. Le domaine qui est LCCAD. Le username qui est mon username à moi. Après ça, mon mot passe de mon compte Exchange ou mon compte réseau. Là, tu fais Next. Ah, moi j'ai fait une erreur quelque part.
il demande. Quand tu vas faire Next, il va demander une question, il veut savoir quel serveur tu veux te connecter à. Fait là, il faut marquer cet Outlook. Puis là, après ça, tu regardes toute l'information correcte, tu fais Next. Puis là, tu vas voir, il va te dire que tu es connecté, tu vas voir tous tes emails, tes contacts, tes calendriers, tes reminders vont apparaître. Fait là, tu peux choisir si tu vas voir juste tes courriels, tu vas voir tes contacts, tu vas voir tes rendez-vous, puis tu vas voir tes reminders, c'est tes... Michel, reminder en français? Notices. Les notices dans Outlook vont apparaître aussi dans le système. Fait qu'on peut faire Save. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplir ton compte email avec toutes les informations de Microsoft. Comme tu vois, j'en ai beaucoup, parce que je fais plusieurs tests avec le iPad de ce côté-là. Fait que ça explique comment configurer. Fait que pour travailler l'email, tu peux arriver site ou email, puis tu peux avoir accès à tes emails directement dans iTunes, ou tu peux aller dans ton calendrier, où tu vas l'avoir aussi apparaître dedans. C'est dans le calendar. Fait que tu vas voir tes rendez-vous, tout ça apparaître dedans. Si tu peux peut-être le retester, là, moi j'ai le sans fil, là, fait que j'ai mis mes configurations avec l'Android. OK. Fait que si tu mets Next, là, ça devrait marcher. Oh, username and password qui n'est pas correct. Fait que c'est bon signe, ça. Et voilà. Michel a fait Next, il a juste mal tapé son mot de passe sur la plateforme. Et là, il est en train de vérifier son compte. OK, cool. Fait que ça vous donne quand même une idée que c'est possible de configurer votre courriel. Puis là, après ça, il pose une question, puis tu dis OK, puis là, il va rapporter tous les emails de Michel dans son compte email. Fait que ça, on fait juste un petit retouche de tête là. Ça fait Home, on retourne dans Apps, dans le compte email. Il y en a deux, tu as celui de Gmail, mais c'est sur le email. Tu vas voir qu'il va demander son email adresse. Là, je pourrais mettre mes Les informations. informations dedans, puis là, il va se connecter à son email account. OK, parfait. Fait, ça conclut le côté Android et iPad pour la connexion à la maison. Comme tu dis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez soit nous envoyer un email présentement ou vice-versa. On va répondre à vos questions ou quoi que ce soit. Si on a des erreurs, on peut revenir au prochain podcast et en parler encore davantage sur ce côté-là. Fait que ça conclut notre côté notre email de ce fois-ci, ce côté-ci. Fait que, OK, ouais, cool. Donc, rapidement, conseil Blackboard. On progresse dans la session. Puis, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est simplement comment créer une colonne dans le carnet de notes Blackboard. Puis, je vais créer une colonne bien simple dans l'optique où vous voulez ramasser un travail, puis juste indiquer aux étudiants s'il est fait ou non fait le travail. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous évaluez. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Blackboard. On va aller dans Blackboard rapidement. Donc, je m'authentifie. Et dans Blackboard, le truc est relativement simple. Je vais aller dans un cours qui s'appelle cours formateur. Puis ici, je ne sais pas si je peux jouer avec le zoom un petit peu. Je vais vous donner un petit peu aperçu. Je vais venir dans mon carnet de notes. Dans le carnet de notes, ce que je vais faire, c'est créer une colonne. Puis là, évidemment, c'est juste un travail. Conseil, tu travailles toujours dans l'onglet afficher tout. Créer une colonne. Puis on va créer une colonne de type liste de sélection. Fait que c'est pas une note qu'on entre, mais c'est plus un fait, non fait. C'est un travail à remettre ou quelque chose de formatif. Fait que je crée une colonne liste de sélection, puis je l'appelle, exemple, activité 1. Puis effectivement, je veux mettre ça à la disposition des étudiants. J'enregistre. Puis ici, ma colonne a un titre liste de sélection. Si je clique à gauche, ou juste à gauche du titre sur la petite boîte grise, je vais pouvoir modifier les valeurs de la liste de sélection. Ici, je vais dire fait. Ajoute un élément. À remettre. Enregistrer. Et à partir de ce moment-ci, ce qui est possible de faire, c'est, disons, moi j'ai plusieurs étudiants, j'ai des étudiants fictifs, un peu comme la semaine dernière. Ce que je peux faire, c'est venir ici, puis cliquer, puis sélectionner si la personne a fait ou pas fait le travail en question. Pardon.
Puis automatiquement, la donnée va être enregistrée. Je pourrais les modifier tous à partir d'une interface. Puis les étudiants vont recevoir également... Oh, pardon, c'est pas vrai, parce que ma colonne... Oui, non. Mes étudiants vont le recevoir. C'est juste que je n'ai pas renseigné l'étudiant en démonstration. Fait que rapidement, si je viens à mon étudiant en démonstration, puis je dis que mon étudiant en démonstration a fait le travail. Je suis content, pas moi qui fais des erreurs. Je vais aller afficher les étudiants, puis dans le carnet de notes d'étudiant, l'étudiant va recevoir qu'il a fait son activité 1. Donc, c'est possible dans le carnet de notes ou utiliser le carnet de notes Blackboard, non seulement pour stocker des résultats et tout ça, mais aussi juste pour indiquer si une tâche a été faite, si une activité a été complétée, avec l'outil liste de sélection. Fait que c'était ça l'idée de la capsule, c'est de vous expliquer comment on peut des fois utiliser le carnet de notes Blackboard pour autre chose que juste simplement des résultats scolaires. Fait que après ça, notre prochain item, merci Michel, ça peut être bien intéressant. Le prochain item, c'est le gadget de la semaine, ou par 2 semaines. On pensait de montrer que la manière qu'on a montré notre iPad ou notre Android, c'est avec une caméra à document. Fait que caméra à document, c'est comme un rétroprojecteur. C'est un système, on va dire, bien simple. Je vais aller le chercher. Ici, c'est que... Elle est mobile. Elle est mobile, parce que... Ici, fait que tu as l'image, tu as une caméra ici, tu as une petite lumière pour éclairer ton papier, c'est pas assez clair. Fait que tu peux mettre ton papier en dessous, puis tu peux projeter ton écran, où il y a un port VGA, tu peux brancher directement à partir du projecteur, directement sur un écran, ton image que tu as animée dessus. Tu peux zoomer in, ou tu peux agrandir l'image ou retirer l'image, dépendant de la grosseur que tu veux faire. Tu peux monter des objets, crayons, papier, puis tu peux envoyer toutes sortes d'informations à ton écran. Aussi, ce que tu peux faire, c'est aussi une prise USB que tu branches après ton ordinateur, capturer l'image de ton signal, puis après ça, tu peux faire soit une capture d'écran ou une séquence vidéo que tu veux monter un objet ou quoi que ce soit dessus. Puis là, après ça, tu peux mettre ça dans ton PowerPoint, tu peux envoyer une vidéo aux étudiants, puis tu peux améliorer tes documents ou ton enseignement dans la salle de classe. Ça, je sais que les laboratoires sont équipés avec des systèmes fixes. Oui. De caméras documents ici à Cité collégiale. Comme l'amphithéâtre est équipé de ça. On a au comptoir de prêt. Pour passer au comptoir de prêt, on a une ou deux disponibles au comptoir de prêt que le monde peut pour les endroits où il n'y a pas la caméra document installée. Ça. Fait que ça ajoute un peu de mobilité. Fait que ça calcule le gadget ou l'outil de la semaine. Cool, je pense que ça complète pas mal notre podcast de cette semaine, ça. Comme vous dites, allez voir Université, mettez vos commentaires. Nous autres, ce qu'on recherche, c'est de savoir quoi couvrir, qu'est-ce que vous voulez savoir. On est toujours ouvert à toutes sortes de solutions. La semaine prochaine, on va essayer d'avoir un invité. Oui, le prochain podcast, peut-être pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va avoir notre premier invité au podcast. On change des volontaires. Oui, absolument. Si vous êtes intéressé à être invité au podcast, parler de technologie, parler de comment vous l'utilisez en salle de classe, puis tout ça, montrez votre intérêt, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir sur le plateau. Fait que ceci conclut notre deuxième podcast de l'année 2012 et on s'en va à la prochaine fois. À bientôt.